Gros disclaimer en début de vidéo, aujourd'hui je fête mon anniversaire au moment où je tourne la vidéo, c'est le 31 octobre, je fête mes 50 ans, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour faire le montage au niveau de cette vidéo. Alors vous me direz, oui mais le doc, il n'y a pas beaucoup de montage sur ta vidéo, en vérité tu ne fais que parler et mettre quelques pages, et bien ça prend quand même énormément de temps, et aussi toute la structure au niveau de la vidéo, il y a des idées qui s'enchaînent, et ça c'est énormément de travail, trouver les idées, réagencer les idées, et après justement les détailler, et bien ça j'ai pas trop le temps de le faire, j'ai le plan qui est juste là, donc je vous prie de m'excuser, ça va être un petit peu en bordel. On va commencer par dire une chose au niveau de ce chapitre que j'ai dit à la fin de la réaction live, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un petit chapitre, il va pas se passer, il se passe pas grand chose dedans, mais en fond de toile au niveau de ce chapitre, il y a des choses qui sont hyper importantes et très importantes aussi. On est dans des chapitres de fin de tome, peut-être que la fin du tome, je sais pas combien, ça va être le 115 ou le 116, ça sera peut-être le chapitre prochain. Et encore une fois, la case qu'on a à la fin avec Xebec qui supplie Garp et Roger de le tuer, c'est absolument dingue. Et ce chapitre, il a une trame narrative tout au long, c'est la déchéance entre guillemets de Xebec. Au début, il nargue encore Imu, d'ailleurs Imu il dit putain mais tu résistes, tu arrives quand même à résister au Domi Reversi. Encore une fois, la mise en place du Domi Reversi, est-ce que c'est par rapport au lieu, est-ce que c'est par rapport au pacte, etc. On en a parlé un petit peu sur les shorts. D'ailleurs n'hésitez pas à venir sur mon TikTok, le doc, vous allez voir il y a plein de petites vidéos qui sont très intéressantes. Au début on a un Tchebek qui nargue Imu, et au fur et à mesure tu vois que le Domi Reversi prend de plus en plus de place à l'intérieur de son cerveau et de son âme. Je vais en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Au début, il nargue. Après, Imu reprend un petit peu le contrôle, lui parle de Harald, ce qui met une sorte de tension au niveau de Xebec. Il dit non, ne touche pas en un sens à mon ami, laisse-le tranquille. Donc ça vient lui créer une sorte de faiblesse mentale parce que, encore une fois, le pouvoir de Imu arrive à être contré par rapport à la volonté et aussi au acquis des rois. Après, il est obligé de combattre son équipage. Xebec a de l'amitié pour son équipage et surtout un membre qui est Barbe Blanche. Ça aussi, ce passage-là, on va le mettre juste après. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et après, il va devoir, sous l'impulsion du Domi Reversi de Imu, il va devoir tuer sa famille, et il a l'impression qu'il l'a tué parce que peut-être qu'il ne voit pas ce qui se passe avec Kuma. Pareil, ça, on va en parler justement à la fin. Et le fait que Xebec pense qu'il a tué sa femme et son enfant, chose qu'il ne voulait pas faire du tout, eh bien, il l'est totalement pris par le Domi Reversi, tout en ayant encore au fond de lui une sorte de conscience, c'est-à-dire que pour lui, il a fait la chose la plus tragique qu'il aurait pu faire, tuer sa famille et mettre fin à la lignée des Davy. Et à partir de là, les yeux en larmes, il supplie Garp et Roger de le tuer. Moi, c'est quelque chose que je vous dis depuis plus d'un ou 2 mois, où justement ça va finir comme ça le chapitre. D'ailleurs, je vais vous remettre le petit passage ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de pacte qui va être mené contre Xebec, où Im va peut-être dire ok, Xebec, il va falloir que tu massacres le reste de l'île et que personne ne parte vivant de cette île. C'est peut-être là-dessus qu'il va avoir cette bascule pour se dire ok, pourquoi Xebec est ce démon? Tout simplement parce qu'il a une obligation tacite de le faire. Et ça, pour moi, je pense que c'est très important, et je pense que c'est ce qui nous est montré au niveau de ce chapitre. Maintenant, on va revenir sur le début du chapitre où Xebec nargue Imu, et il lui parle de 2 personnes. Il lui parle de, pas de Imu, parce qu'il parle à Imu, il parle de Davy Jones et aussi de Joy Boy. Maintenant, on a la certitude, on avait des doutes peut-être par rapport à ça, c'est-à-dire est-ce que ce sont les mêmes personnes? Non, ce sont 2 personnes différentes qui ont 2 lignées différentes, et Joy Boy en un sens maintenant c'est Luffy, et Davy Jones c'est Barbe Noire. La chose qui est à prendre en compte ici, c'est que ce sont peut-être 2 personnes qui étaient alliées à une époque au moment
de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Petite parenthèse que je vais faire par rapport au siècle oublié. On est tous en train de devenir fous par rapport au flashback qui est mis en place au niveau de God Valley. C'est le meilleur flashback, c'est un truc absolument de dingue. Et le personnage de Xebec, c'est un personnage qui est absolument incroyable. Encore une fois, c'est le même procédé qu'utilise Eiichiro Oda, qu'il a utilisé justement par rapport à Oden. Oden, après le flashback, c'était l'un des meilleurs personnages qui a totalement changé à travers le flashback. Au début, c'est un mec complètement débile, qu'on n'a aucune affection, empathie pour lui. Et à la fin, avec le sacrifice qu'il fait par rapport au fourreau rouge, c'est quelqu'un qu'on adore, on a même des larmes pour lui. Et c'est exactement le même procédé qu'il a utilisé au niveau de Xebec. C'est-à-dire que Xebec, tel qu'il nous est présenté en amont, c'est quelqu'un qui est totalement désastreux. Encore une fois, on reprend le descriptif que fait Eiichiro Oda. C'est un mec avec son équipage qui a pillé, qui a volé, qui a détruit, qui a fait des trucs au niveau des gouvernements. Donc ça nous donne une mauvaise image de lui et au fur et à mesure du temps, on voit que Xebec, c'est quelqu'un qui est hyper humain à un tel point que pour maintenant beaucoup de personnes, c'est le meilleur perso au niveau de One Piece. Imaginez ce qui s'est passé au niveau du flashback d'Oden, ce qui se passe en ce moment pendant le flashback de Xebec, qui à la base est un flashback sur Aal qui est raconté par Loki. Imaginez, je mets ça juste là. Imaginez dans l'état que l'on sera lorsque Eiichiro Oda commencera à mettre en place le flashback sur le siècle oublié avec réellement Joy Boy, avec réellement David Jones, avec réellement la bataille qui nous a été contée dans le Halley et réellement qui est Imu. Imaginez comment on va être. Ça va être un truc absolument incroyable. Donc on reprend le cheminement de ma pensée parce que là je commence à partir dans tous les sens. Imu, il est au milieu et il y a deux personnes qui vont être Joy Boy et David Jones qui étaient peut-être des alliés et qui ensemble devaient détruire Imu. Mais l'inconvénient, c'est que même si les deux, Joy Boy et aussi David Jones, avaient une même mentalité, c'est-à-dire détruire Imu, ils n'avaient peut-être pas la même manière de le faire. Et je vois vraiment comme deux côtés d'une pièce. Il y en a un, Joy Boy, qui va être le côté un petit peu lumineux, et d'autre côté, on a Davy qui va être le côté un petit peu sombre. Et Davy, vu que lui veut être le roi ou le maître du monde, peut-être qu'il nous a fait une sorte de Loki. Alors attention, pas le Loki de One Piece, mais le Loki dans Avenger. En vérité, il explique que les humains sont trop cons pour avoir un libre arbitre et qu'il faut quelqu'un qui leur dise comment penser, quelle action faire pour justement créer cette sorte d'harmonie. Et c'est justement ce que Joy Boy, non pas du tout, ce que David Jones lui veut faire. C'est-à-dire qu'il veut être le roi du monde et contrôler l'humanité, enfin toutes les personnes qui vivent au niveau de One Piece, pour qu'ils puissent vivre en harmonie, mais contrôlés par Davy. Et de l'autre côté, il y a un prisme qui est totalement différent, qui est justement celui de Joy Boy, le libérateur, qui permet justement aux personnes de réaliser leurs rêves. Les peuples vont devoir se libérer par eux-mêmes et faire les choix par eux-mêmes. Et là, on est sur deux versions totalement différentes. Et cette version différente a fait qu'ils n'ont pas pu s'allier pour détruire Imu. Et Imu a peut-être aussi utilisé cette déchirure qu'il y a entre les deux pour pouvoir gagner pendant le siècle oublié. Et c'est justement ce que maintenant on revient dans le temps présent, non pas du flashback, mais le temps au niveau d'Elbaf et de One Piece en général, où on a Barbe Noire qui veut être, il me semble, il veut être le roi du monde. C'est ce qu'il dit justement au niveau de peut-être au niveau de Aokiji, et il veut peut-être contrôler les populations pour que la population puisse vivre dans une sorte de paix où ils ne feront justement que vivre sans avoir vraiment conscience de ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a involontairement Luffy, Joy Boy, le libérateur, qui va être là pour libérer les populations et après qu'elles puissent devenir ce qu'elles veulent devenir. Donc moi, personnellement, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose au niveau du roi des mondes. Maintenant, on va parler de cette case absolument dingue, de ces deux doubles pages où on a Xebec face à son ancien équipage des Rocks qui a totalement
éclater. Kaido et Big Mom se font totalement éjecter. On n'est pas là pour parler par rapport au rapport de puissance. On va mettre ça de côté. La chose que j'ai vraiment adoré, c'est voir comment Barbe Blanche réagit. Tu as Kaido qui attaque directement. T'as Big Mom, elle qui capte absolument rien. C'est-à-dire que t'as l'autre qui est transformé avec des ailes, des dents, qui est hyper immense. Et elle demande encore pourquoi tu nous attaques. Je ne sais pas. Elle réagit pas du tout. Elle se fait éjecter. Et tu as Barbe Blanche qui lui reste stoïque, qui voit justement Xebec, et il est l'un des premiers à avoir rejoint l'équipage, et il y a une très très grande amitié dessus. Et le fait qu'il qu'il contrôle en partie l'attaque de Xebec avec son bras, et peut-être aussi son pouvoir, c'est-à-dire le haki, et peut-être aussi le pouvoir de son fruit du démon, mais qui ne prend pas son arme pour justement combattre Xebec, est une preuve de l'amitié profonde qu'il y a entre Barbe Blanche et Xebec, qui est absolument dingue. C'est là où on va parler d'un très très gros défaut d'Eiichiro Oda. On a une case où après on voit un morceau de la montagne qui s'effondre, et on n'arrive pas à savoir si la montagne s'effondre par rapport au haki, par rapport au clash, ou si c'est parce qu'à un moment Xebec fait un coup, le coup justement qui est paré par Barbe Blanche, et que Barbe Blanche est totalement éjectée de l'île. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est-à-dire qu'on imagine que ça soit Akira Toriyama qui ait dessiné One Piece à ce moment-là, t'aurais eu au moins 4 à 5 pages sur l'échange d'armes et la compréhension par rapport aux angles, parce que c'est typiquement, là ce qu'on vient d'avoir, c'est typiquement Dragon Ball, hein. C'est-à-dire on a un coup, le mec il est catapulté et il pète des montagnes, c'est totalement Dragon Ballesque, et en un sens c'est hyper jouissif, c'est hyper fan service, c'est sûrement un hommage encore une fois d'Eiichiro Oda par rapport à Akira Toriyama, quand on connaît l'importance d'Akira Toriyama sur le cheminement narratif, oui, on va dire ça comme ça, sur le cheminement artistique, voilà, c'est ça le mot, d'Eiichiro Oda, mais il manque tellement comme case pour qu'on comprenne absolument tout ce qui se passe. C'est que des cases qui sont enchaînées avec aucune action. L'action est statique. On ne voit pas le découpage de l'action comme le storyboarding que met en place Akira Toriyama dans ses planches. Et encore une fois, à ce niveau-là, Akira Toriyama est un véritable maître. Il a carrément révolutionné la manière de dessiner les mangas. On a exactement la même chose qui se passe après. À un moment, on voit l'équipage de Roger qui part avec un coffre. Et ça, je ne l'ai pas vu pendant la réaction live. Je ne l'ai pas vu lors de la deuxième lecture. Je l'ai vu seulement qu'à partir de la troisième lecture, où je prends chaque cas. C'est pour ça que ça me prend énormément de temps de faire les analyses. Où je vois un coffre avec marqué un petit Z. Dites-moi si vous l'avez vu ça dans les commentaires. On a le coffre où on voit le Z, c'est le petit Shanks qui dort dedans. Mais c'est pas explicite, il n'y a pas un gros plan sur le cap ou quoi que ce soit. C'est encore une fois mis en trame juste après. Avant de parler de la double page finale qui est absolument incroyable, on va parler du petit Kuma. Kuma qui est absolument incroyable, et aussi du parallèle qu'il y a entre Dragon et Luffy, que je n'avais encore une fois pas vu à la première lecture, et c'est après en disant mais putain, cette case ça me fait penser à une case, c'est à dire que quand on a Dragon qui est en train de se dire putain, je ne suis même pas capable de sauver un bébé, la manière dont il est au sol reprend justement celle de Shabondi, Luffy quand il est en train de pleurer. Et là il y a un immense parallèle. Premièrement, au même stade, ils ont le même âge. C'est-à-dire que Luffy à Shabondi, il a 17 ans. Dragon, il a aussi 17 ans. Les deux prennent conscience de leur faiblesse. Luffy prend conscience que malgré ses pouvoirs, malgré toutes les aventures qu'il a vécues, il n'est pas capable de protéger ses amis, de protéger son équipage. 17 ans, Garp, qui est dans la marine, se rend compte que rentrer dans la marine, ce n'est pas protéger des populations telles que lui, il l'imagine, et il veut protéger les populations, et il n'est même pas capable de protéger un bébé. Et en vérité, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le destin qui se joue d'eux. Au niveau de Shabondi, il pense qu'il a perdu son équipage et qu'il ne va plus jamais les revoir parce que Kuma les a emportés. Sauf que Kuma les a emportés pour, en un sens,
les sauver. Et pourquoi il les sauve? Parce qu'il sait qui est Luffy. Donc si l'équipage de Luffy est sauvé, c'est parce que Luffy était présent et que Kuma fait ça pour lui. Donc involontairement, Luffy joue sur le destin et a en un sens sauvé son équipage à travers Kuma. Et c'est exactement la même chose qu'on a au niveau de Dragon. Dragon pense qu'il n'a pas réussi à sauver un bébé, alors que oui, il l'a sauvé en le prenant et en ayant les éléments qui se sont passés à côté, c'est-à-dire David Jones, quand il fait son pouvoir, qui intervient au moment où Dragon allait sauver par exemple Shanks pour le mettre dans un bateau de la marine. En vérité, il se passe un truc qui fait que Shanks va rejoindre un coffre dans lequel il va être, et après il va être dans l'équipage de Roger. Et ça, en un sens, c'est un jeu du destin. Si Dragon avait emmené Shanks dans le bateau de la marine, il l'aurait peut-être élevé, il aurait peut-être été à un moment pris, il l'aurait peut-être donné à quelqu'un, mais Shanks n'aurait pas eu le même destin qu'il a en faisant partie de l'équipage de Roger. Et encore une fois, il y a quelque chose que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas au niveau de One Piece et même au niveau des œuvres en général, c'est l'influence du destin sur les personnages, et c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. On va venir justement sur Kuma qui a été le sauveur au niveau de Shabondi. Et bien là, involontairement, il est le sauveur de Barbe Noire et aussi de la maman qui est Eris. Eris qui connaît justement l'histoire, peut-être aussi par rapport à Imu et par rapport à une certaine prophétie, parce qu'elle dit bien que c'est trop tôt, que tu l'as combattu trop tôt. Et Eris va peut-être justement parler de cette prophétie à Barbe Noire, va peut-être dire à Barbe Noire, eh bien tu sais que ton descendant, le mec dont tu es originaire, qui est David Jones, c'était lui qui était à un moment le roi du monde, et c'est peut-être pour ça que Barbe Noire veut accomplir le destin, la prophétie de David Jones. Encore une fois, c'est vraiment génial. Et le fait qu'il ait été sauvé par Kuma qui croit en Nika, encore une fois, toutes les symboliques que vous avez autour de ça sont magnifiques. On arrive sur le final, c'est-à-dire que on a Rox Dick Zebek qui est face à deux personnes qui sont Goldie Roger et Garp, tous les deux qui prennent leur inspiration, qui ressentent ce qui se passe au niveau de Xebec et qui hurlent pour que Xebec vienne. Le truc absolument dingue que je n'aurais jamais imaginé, Garp entend la voix de toute chose. Je ne vais pas recommencer avec Garp. Il se passe assez de choses en ce moment sur le net au niveau de ce personnage pour rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Ce qui est important, encore une fois, c'est de montrer que une action qui nous est racontée par quelqu'un, ici Sengoku qui dit que Garp et Roger se sont alliés pour détruire un monstre, c'est une chose qui est totalement valable, mais prise sous un prisme différent. Et c'est ça l'histoire. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, toute la construction narrative qu'il y a au niveau de One Piece sur le personnage de Xebec et surtout par rapport à ce qui se passe sur ce chapitre, c'est-à-dire qu'à la fin on a un Xebec qui est en pleurs, qui pense qu'il a tué sa famille et qui supplie Garp et Roger de le tuer. Garp et Roger doivent obligatoirement avoir des compétences pour détruire une personne qui, de base, nous est montrée comme ayant un potentiel de puissance absolument incroyable, tel que nous a montré Eiichiro Oda depuis l'introduction de ce personnage. Il a une puissance qui est absolument folle, et en face, on n'a plus que deux personnes. Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, qui étaient les autres qui avaient une certaine puissance pour pouvoir justement aider à renverser Xebec. Là, on n'a plus que Garp et Roger. Est-ce qu'ils vont pouvoir le battre? Est-ce qu'à un moment, Xebec va reprendre une sorte de contrôle et au moment de faire une attaque qui va pouvoir peut-être tuer Rox et Garp, va s'arrêter
et que c'est à ce moment-là où on va avoir l'attaque. Oh putain, mais ça serait tellement magnifique. Je suis en train de vous le faire là. J'ai des frissons. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai des frissons ici et je suis même ému. En vérité, ce qui va, moi, tel que je vois la fin, c'est que on va avoir Xebec qui va essayer d'attaquer Garp et Roger qui vont être dans un état absolument horrible, et que à ce moment-là, on va avoir Garp et Roger qui vont faire une sorte d'attaque combinée contre Xebec. Xebec aurait pu facilement tanker cette attaque entre guillemets ultime de Roger et de Garp, et que au moment où il va contrer l'attaque, il va avoir ce dernier moment de de lucidité. Il va retenir son attaque et il va accepter l'attaque de Goldie Roger et de Garp en le pour le entre guillemets le foudroyer. Je vais terminer ici cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aurait fait plaisir malgré le fait qu'elle soit assez décousue et que je ne vais pas pouvoir faire de montage dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction live et la critique analyse du chapitre 1165 qui s'annonce être le chapitre de l'année.